Dans l'émission, en fait, Flavie, vous avez souvent abordé, vraiment à plusieurs reprises, le viol. Ouais. Comment on réussit quand soi-même on en a été victime? Ça n'est pas difficile en soi parce que je peux aujourd'hui parler du viol. Je peux aujourd'hui dire j'ai été violée à l'âge de 13 ans. Mais vous m'auriez invité il y a 4 ou 5 ans et vous l'auriez entendu et vous m'auriez dit mais Flavie, qu'est-ce qui vous est arrivé à cet âge-là? J'aurais été incapable de prononcer ces mots-là. Je pense que les émissions que j'ai consacrées à ce sujet m'ont permis aussi d'avancer. Par ailleurs, j'ai fait tout un travail qui m'a permis de comprendre Et puis il ce y a eu un qui déclic. m'arrivait. Oui, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce qu'un jour, effectivement, j'étais à la recherche de cette origine, l'origine d'un mal-être permanent. Vous savez, vous avez toujours un voile comme une toile tendue au fond de vous qui sombre, qui ne va pas. Vous parliez tout à l'heure de part d'ombre. Je l'avais cette part d'ombre en permanence et elle s'exprimait plus que la part lumineuse. Et ce déclic, ça a été effectivement une photo qui un jour est tombée d'un album. Après, j'ai eu le déclic, mais il a fallu remonter dans les souvenirs. Il a fallu aller chercher loin. Il a fallu combattre ceux qui voulaient que je me taise. Il a fallu combattre ceux qui voulaient manipuler mes souvenirs. Il a fallu combattre mes angoisses. Donc c'était un ensemble de choses. Et je pense que le fait d'avoir traité le viol dans mes émissions et le fait d'avoir travaillé aussi en parallèle à ce point sur ce sujet personnel me permet aujourd'hui, moi, d'avoir une parole que je veux partager avec les autres. Vous dites roman, parce que c'est votre histoire et une histoire intime. Mais c'est aussi un livre très, très stylé. Hein. Vous n'avez pas fait appel à quelqu'un Non. comme ça arrive parfois. C'est vous. Oui. Il y a Poupette. Poupette, d'ailleurs, c'est ça qui est original et singulier d'ailleurs dans ce livre, c'est que vous faites parler la petite fille et non pas vous. C'est-à-dire, c'est pas je. Non, mais ça, c'est quelque chose qui a été nécessaire au moment de l'écriture de La Consolation. D'abord, c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a 6 ans, quand sont arrivées mes premières crises d'angoisse, quand j'ai commencé à sentir que j'étais à quelques pas là de cette vérité que je n'avais pas forcément pu voir auparavant. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu besoin d'aller chercher cette petite fille que j'avais délaissée un jour et qui pleurait au fond de moi. Et j'ai eu besoin de la faire parler. Mais ça a d'abord été pour moi un vrai confort de faire parler Poupette parce que c'était la mettre à distance aussi. Ça n'était pas totalement moi. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, on s'est retrouvés, elle et moi. Mais c'est vrai que si j'avais été peintre, j'aurais fait un tableau. Si j'avais été sculptrice, j'aurais fait une œuvre. Je voulais transformer le moche, le dégueulasse, l'indicible en quelque chose de délicat et de joli. Je voulais rendre hommage à cette petite fille, en fait. À l'âge de 13 ans, donc vous étiez en vacances avec votre mère au Cap d'Agde, dans le sud de la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous étions déjà dans un endroit un peu particulier, puisque c'est effectivement le Cap d'Agde, mais dans le quartier naturiste du Cap d'Agde, un quartier où la nudité est de mise. J'ai été repérée par un photographe mondialement connu qui m'a proposé de faire des essais. J'y suis allée dans cet appartement. Ce jour-là, ce photographe portait un bermuda et des sandales. Et j'y suis retournée le lendemain, accompagnée par ma mère. Et ce jour-là, le photographe était nu. Et le simple fait que ma mère valide mon entrée dans l'appartement en demandant au photographe « mais je viens la chercher à quelle heure ?» a validé aussi chez cet homme cette idée qu'il pouvait abuser de moi. Et j'ai été violée à l'âge de 13 ans dans son appartement. Et je suis rentrée après la séance photo et après le viol, comme si de rien n'était. Vous n'avez rien dit à personne? Non. Non, je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien dit à personne parce que d'abord, je n'étais pas certaine de pouvoir être entendue, parce que parfois, il y a des familles qui sont défaillantes aussi, donc qui ne seront pas là pour vous écouter, vous le Donc sentez. ça a été le cas de la vôtre? Oui, mais je le savais, donc je n'ai pas parlé, puisque je savais que de toute façon, la déception n'en serait que plus violente. Donc parfois, vous préférez vous taire pour vous éviter une douleur supplémentaire. Et puis aussi parce que le temps est allé très vite et que tout de suite, cette mémoire traumatique s'est enclenchée. Donc j'ai toujours su qu'il s'était
passé quelque chose d'étrange, mais j'étais incapable de mettre des mots dessus. Comment vous avez réussi à exprimer justement ce que vous avez vécu à l'âge de 13 ans avec des mots, avec des images aussi. On a presque l'impression de vivre avec vous cette scène. Mais parce que je l'ai revécu, en fait, Catherine. C'est que les souvenirs me sont remontés au fur et à mesure et que le propre de la mémoire traumatique, parce que c'est quand même ce qui m'est arrivé, si je prends la parole aussi tard, et trop tard d'ailleurs, c'est parce que ma mémoire m'avait fait défaut, ma mémoire m'avait protégée pendant toutes ces années. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas assez. Il y a encore des gens qui viennent me voir et qui n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas lu des articles et qui me disent « Mais pourquoi vous n'en parlez que maintenant ?» Mais je n'en parle que maintenant parce que je le sais depuis très peu de temps en réalité. Et cette mémoire traumatique, elle est intacte. C'est-à-dire que les souvenirs qui vont dans cette boîte, nichés quelque part au fond de vous, sont exactement les mêmes qu'au moment où vous les avez vécus. Donc les odeurs sont là, les sensations, les frissons, l'effroi, tout est intact. Donc en fait, je n'ai pas eu de problème pour le réécrire parce que je l'ai vécu à nouveau. C'est un phénomène incroyable où vous devez à un moment donné accepter d'être traversé par des émotions qui viennent d'un temps lointain, mais qui pourtant vous reviennent en pleine face avec la même intensité. Pourquoi vous ne révélez pas aujourd'hui l'identité de votre violeur? Je ne veux pas la révéler. C'est ce que je lis partout. Elle refuse de révéler l'identité de son violeur. Elle ne veut pas dire qui est son violeur. Elle cache le nom de son violeur. Vous ne pouvez pas. C'est que je ne peux pas. Vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Je n'ai pas le droit. Et tant que la loi sera comme ça, je ne pourrai pas révéler le nom de l'homme qui m'a violée quand j'avais 13 ans. Parce que la loi est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, cet homme peut dormir tranquille, même si la honte restera collée à son visage et à son histoire jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, en revanche, je suis obligée de vivre a priori dans le secret, mais un secret que j'ai voulu briser. Et ça s'appelle la prescription. Et aujourd'hui, quand on est victime de viol, je vous parle d'aujourd'hui, je ne vous parle pas de mon époque, mais aujourd'hui, quand on est victime de viol, il faut se réveiller 20 ans après sa majorité. Vous avez jusqu'à l'âge de 38 ans pour porter plainte. Sinon, on vous dit, bah écoutez, non, on ne peut rien faire pour vous, il est trop tard. Alors, il y a une personne qui s'appelle Chantal Joanneau, qui est sénatrice UDI, oui, qui, elle, est présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et elle tente de remettre en cause ce délai de prescription. Aujourd'hui, quand on a été victime d'un viol, quand on est mineur, le délai de prescription est de 20 ans, à partir de 18 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter plainte après 38 ans. Tout le problème, c'est que quand on est victime de viol ou de crimes sexuels, on est victime ensuite de ce qu'on appelle l'amnésie post-traumatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience des faits, notre corps s'en souvient, mais pas nécessairement notre esprit. Et on ne peut reprendre cette conscience que très longtemps après, et donc après la fin du délai de prescription. Et donc moi j'ai toujours jugé cette situation anormale. Avec une collègue d'ailleurs, avec Muguette Digny, on a déjà plusieurs fois levé ce débat, porté des amendements pour faire en sorte soit que ces crimes soient imprescriptibles, parce qu'on considère que c'est quand même d'une extrême gravité et que l'ampleur de ce type de crime en France est telle qu'il faudrait aujourd'hui un vrai sursaut national pour y mettre fin, soit au moins qu'on rajoute 10 ans, c'est-à-dire qu'on passe de 20 à 30 ans, pour permettre à ces personnes, justement, de porter plainte et qu'au moins l'auteur soit connu, reconnu et qu'ils doivent répondre de ses actes devant la justice. Pour refuser l'allongement des délais de prescription, il y a 3 types d'arguments. Le premier argument est de dire que dans le cadre du bel ordonnancement juridique, il faut que tous les types de délais de prescription soient à peu près identiques. Le deuxième argument est de dire mais l'amnésie post-traumatique n'est pas confirmée scientifiquement. On dit bah si, c'est confirmé scientifiquement, il y a comme beaucoup aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur ce sujet, mais j'ai entendu au Sénat aux responsables nous dire qu'il n'y avait pas de garantie scientifique. Et le troisième argument est de dire qu'il n'y aura plus suffisamment de preuves après un délai trop long, que par conséquent c'est un faux espoir qu'on donne à la victime et que la justice n'a pas une vocation thérapeutique. Et là, moi j'ai trouvé cet argument absolument scandaleux puisque le sujet n'est pas là. C'est qu'au moins la victime soit reconnue par la société et qu'on essaye de condamner l'auteur. On a une police scientifique aujourd'hui qui a tellement évolué qu'on est capable aujourd'hui de reconstituer énormément de faits. Donc je trouve que l'argument n'est pas recevable. Et c'est surtout, ça protège beaucoup plus l'auteur que la victime. À la lecture du livre de Flavie Flament, alors déjà on a retrouvé tout ce phénomène de l'amnésie post-traumatique et puis de la violence
que ressent la victime. C'est extrêmement important que les victimes témoignent, qu'elles aient le courage de témoigner. Plus elles sont connues, plus elles peuvent porter ce combat, parce qu'on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreuses d'ailleurs. Vous me disiez un tout petit peu en aparté que d'autres victimes, Oui. voilà, Je n'ai pas s'étaient été déjà la seule. manifestées Je ne suis pas la seule à avoir souffert. de la part de cet homme. Je ne suis pas la seule à avoir souffert de la part de cet homme. Vous insistez beaucoup d'ailleurs sur l'importance du vocable. Vous dites, on dit souvent d'ailleurs, c'est un terme assez classique, s'être fait violer. Non, on ne se fait pas violer. On ne se fait pas violer, on est violé. On est victime de viol. On ne se fait pas violer comme on se fait une couleur de cheveux. C'est comme de dire Flavie Flament révèle ou avoue son viol. Non, non, l'aveu ne se situe pas du côté de la victime. L'aveu doit se situer du côté du coupable. Et aujourd'hui, le coupable, de par la loi, n'est pas obligé d'avouer. Et donc, il peut être hors de toute atteinte juridique. On est dans un monde qui est complètement à l'envers. Vous croyez en la justice? Dans l'ouvrage, j'explique à Poupette, cette petite fille que j'étais, tu sais, la loi n'est pas toujours la justice. Mais je crois aussi que en parlant, en s'éveillant et en faisant ce que je fais et en faisant tout le travail que font des psychiatres comme Muriel Salmona, toutes les associations aussi qui luttent pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels, je pense qu'un jour, la loi pourrait être la justice pour des victimes de viol. J'espère en tout cas. En tout cas, je suis prête à... C'est un combat maintenant pour moi. Flavie, quel est votre rapport aux hommes aujourd'hui? Apaisé. Mais parce que j'ai rencontré un homme formidable. Apaisé. Votre compagnon? Oui. Oui. Il a fallu du temps? Bah, il a fallu trop de temps pour le rencontrer, je trouve. Mais c'est déjà extraordinaire de l'avoir eu sur mon chemin. Mais d'abord, vous voyez, j'ai 2 fils. Et j'avais vraiment très envie d'avoir des fils. Et j'aime les hommes qu'ils sont en train de devenir. Vous n'auriez pas aimé avoir une fille? Non. Pourquoi? Je n'aurais pas été à l'aise. Parce que je pense aussi qu'en écrivant tout ça, je casse une sorte de malédiction familiale des rapports mère-fille et que j'aurais été terrifiée à l'idée de commettre le moindre impair. Et en l'occurrence, en ayant des garçons, je suis protégée de ce type de relation que j'ai vécu. Donc, Quel est votre rapport aujourd'hui à votre famille et notamment à votre mère? Je n'ai aucun lien. Je n'ai aucun lien avec ma famille. Mais d'ailleurs, qui n'est pas ma famille. Ma famille aujourd'hui, c'est mon oncle, ma tante, l'homme que j'aime, nos enfants, mes amis. On peut choisir une famille. Flavie, est-ce que ça vous touche quand votre mère, donc Catherine Lecanu, dit « J'espère que ma fille trouvera un bon médecin qui lui donnera un bon traitement » en réaction à ce livre? Je ne suis pas très surprise parce que ça fait des années que j'entends ça. Donc, donc si vous voulez... On est dans... Non, ça ne me touche pas parce que on est dans l'illustration formidable et pitoyable du déni familial. Et encore une fois, je ne suis pas la seule à vivre ça. Malheureusement, il y a des entourages familiaux qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités dans des histoires qui touchent des enfants aussi innocents qu'une gamine de 13 ans. Il y a des entourages familiaux qui sont défaillants. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre parti et il y a des gens qui, lorsqu'ils sont mis en accusation, au lieu de se remettre en question, vont effectivement sortir cette carte classique, d'ailleurs. Mais vous étiez sous l'emprise de votre mère? Oui, on peut parler d'une relation d'emprise, bien sûr. Et quand on casse l'emprise, ça a créé forcément des réactions extrêmement violentes, évidemment. On ne peut pas vivre ce que j'ai vécu sans être dans une relation d'emprise. On ne peut pas dire à une gamine de 13 ans que ce qu'elle a vécu, elle en était parfaitement consciente et elle le voulait. On ne peut pas dire à une mineure qui est violée qu'elle en est responsable. Il y a bien des adultes pour protéger les enfants qui sont abusés. Il y a bien des parents qui doivent veiller. Donc, si vous voulez, ces réactions-là ne font qu'illustrer le schéma classique du déni de ceux qui ne veulent surtout pas voir la vérité parce qu'elle fait mal. Mais elle ne fera jamais autant mal qu'à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un de vos frères, donc Olivier, dit « C'est pour nous totalement hallucinant. Elle entremêle des faits réels et des passages totalement romancés. » Vous lui répondez quoi? J'ai rien à répondre. J'ai rien à répondre à ça. C'est dans la même veine de tout ce que je vous ai dit auparavant. Vous avez
Vous savez, c'est très difficile pour moi de m'exprimer comme ça là-dessus parce que je ne suis malheureusement pas surprise. Je suis tristement convaincue que... Quelle attitude vous auriez aimé qu'ils aient? Vous savez, l'attitude normale dans ce genre de situation, c'est de vouloir consoler, c'est de vouloir aider. On ne peut pas préjuger de ce qui est arrivé à une gamine de 13 ans quand on en avait soi-même 9 à l'époque. Ça n'est pas possible. Est-ce qu'on sait à 9 ans ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe pour sa grande sœur? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que l'on guérit de son enfance? Je ne pense pas que l'on guérisse complètement de son enfance. Mais je pense qu'une enfance cabossée, un cœur un peu piétiné, on se la trimballe toute la vie, mais on peut la transformer. C'est ce que j'ai fait en écrivant, c'est ce que je fais en essayant d'être une bonne mère pour mes enfants, c'est ce que je fais en faisant mon émission de radio. Je pense que parfois, les plaies, les bleus peuvent cicatriser. Se cicatriser et puis apporter parfois aussi une fragilité dont on peut se servir pour d'autres choses.